pendant la même période, John Ross, où John Ross va émerger, vous allez avoir un autre leader au Mexique, en la personne de Guerrero, Guerrero qui est un afro-descendant, qui va être un leader charismatique de la révolution mexicaine, et d'ailleurs c'est lui qui va être l'un des premiers présidents de la République mexicaine. Alors, donc c'est quelqu'un qui avait milité pour l'abolition de l'esclavage. Lorsqu'il va arriver au pouvoir, il va abolir l'esclavage, et ça va nuire aux intérêts des esclavagistes américains qui n'étaient pas loin du territoire mexicain, puisque le Texas, à l'époque, qui au départ faisait partie du Mexique, va être une république autonome, et donc plusieurs Afro-Américains fuyaient justement l'esclavage pour venir dans ce territoire. Et des expéditions vont être envoyées justement pour essayer de les récupérer. Et donc, il va y avoir une guerre qui va être déclenchée entre le Texas et les États-Unis. Vous avez le fameux Davy Crockett, hein, la fameuse bataille d'Alamo. Et Davy Crockett va mourir, et le général Santana va donc représenter les intérêts mexicains, donc Ernesto Guerrero, qui était donc le leader charismatique afro-américain du Mexique, va abolir l'esclavage dans le territoire qui était sous sa juridiction. Et malheureusement, après, il va être écarté du pouvoir, parce que bon, il y avait quand même le racisme qui était quand même ambiant, ne supportait pas dans l'esprit de certaines personnes que l'État mexicain soit dirigé par un noir. Bref, donc vous avez quand même des personnages importants qui ont lutté avec les armes face à la puissance coloniale espagnole, qui ont lutté aussi contre les États-Unis. Et il y a un personnage qu'on a oublié aussi dans cette histoire, c'est une femme donc une afro-américaine qui avait entre guillemets distrait le général Santana, qui était un brillant général mexicain, qui avait donné du fil à retordre aux Américains. Et certaines personnes évoquent l'idée selon laquelle que Santana avait peut-être été piégé par cette afro-américaine qui était très très belle, qu'il avait séduite, et au lieu d'aller à la bataille d'Alamo, il était dans les bras, dans le lit de cette belle africaine qui a joué un rôle en permettant la défaite de l'armée mexicaine face à celle des États-Unis. Bon, le Texas finalement va être acheté, hein. Ça n'a pas été conquis, ça a été acheté. Le territoire a été acheté par les États-Unis, donc tout comme la Louisiane. Ce qui me permet de faire un lien avec ce que je disais tout à l'heure par rapport à Haïti. Donc, à Haïti, vous allez comprendre pourquoi il y a un lien. Haïti, qui est donc à quelques kilomètres de la Floride, hein, quelques kilomètres des États-Unis, Haïti va bouleverser complètement la géographie de cette région, puisque grâce à la révolution haïtienne, tous les planteurs, les négriers qui étaient installés dans ce qu'on appelait la perle des Antilles, puisqu'il faut savoir que 37%, sinon 38% de la richesse de la France provenait de cette île. 38% de la richesse, c'est pratiquement la moitié. De la richesse de la France provenait du travail des Noirs dans cette île, qui était un travail, comme vous le savez, un travail forcé et traumatisant et déshumanisant. Donc lorsque des grands leaders comme Makandal, qui est un chef d'origine du Royaume Congo, Makandal, Boukman, Biassou, Bessaline, Toussaint Louverture, Christophe, Défilé, parce qu'il y a des femmes aussi, on parle pas souvent des femmes, qui étaient aussi de très très bonnes guerrières, vont se révolter durant la révolution haïtienne. Ils vont bouleverser, je disais, donc la géopolitique de cette région, puisque Napoléon Bonaparte va envoyer son armée, qui, je vous le rappelle, était la première armée d'Europe, puisqu'elle avait vaincu
toutes les puissances qui s'étaient opposées à son hégémonie sur le continent européen, Napoléon Bonaparte va envoyer son beau-frère, le général Leclerc, donc le frère de Joséphine Le Béarnais, va l'envoyer donc pour mater, comme il disait, ces macaques, malheureusement pour lui, ces macaques vont le mater. Le père expéditionnaire de Leclerc et de Rochambeau, qui est un personnage important dans cette histoire, puisque Rochambeau était un aristocrate qui avait participé à la Révolution américaine, et donc il avait connu très très tôt la situation servile des Noirs en Amérique du Nord, et donc pour lui il était inconcevable que les Noirs puissent se révolter, puissent refuser le statut qui leur était infligé de force, et donc il va pratiquer une guerre de terreur très très violente, et d'ailleurs il disait que si jamais Jean-Jacques Dessalines, qui était un des artisans de la révolution haïtienne avec Toussaint Louverture, si jamais Jean-Jacques Dessalines tombait entre ses mains, il allait lui infliger les pires mauvais traitements, donc, en commençant par les yeux, par les narines, par les oreilles, etc., qu'il allait l'écorcher, qu'il allait le découper. Jean-Jacques Dessalines, qui était un homme, comment on va dire, très calme, mais qui avait un tempérament qui pouvait devenir volcanique lorsqu'il était provoqué, Dessalines va demander parmi ces militaires, parce que il faut bien rappeler que ces Africains qui étaient déportés en Amérique et notamment ici dans les Caraïbes, tous n'avaient pas connu l'Afrique. Et la particularité d'Haïti, c'est que beaucoup étaient nés en Afrique. Beaucoup avaient été soldats en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle ils vont amener leur savoir-faire militaire dans cette partie du monde et vont mettre leur savoir-faire militaire au profit de cette révolution. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans d'autres territoires. Mais à Haïti, on a eu cette particularité d'avoir des Africains qui, par exemple, Toussaint Louverture avait été enlevé en Afrique. Il n'est pas né à Saint-Domingue. Donc c'est le cas de plusieurs de ces leaders. Et donc Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, qui était un brillant général. Si on suit les témoignages de Rochambeau, qui était son pire ennemi, Rochambeau disait que Dessalines pouvait apprendre beaucoup de choses à Toussaint Louverture. Donc, Jean-Jacques Dessalines disait tout à l'heure, va demander aux soldats qui travaillaient, enfin qui étaient sous ses ordres, qu'il avait besoin de 24 volontaires. Il a besoin de 24 volontaires pour aller infliger de lourdes pertes à l'armée de Rochambeau et à Rochambeau en personne, puisque Rochambeau l'avait défié. Il va dire ceci, si vous voulez faire partie du régiment de Jean-Jacques Dessalines, et si vous n'avez pas peur de la mort, c'est pas la peine. Si vous avez peur de la mort, vous ne pouvez pas vous engager avec moi. Dessalines va demander 24 volontaires qui étaient prêts à aller au combat sans avoir peur de la mort. Donc c'était partir sachant qu'on pouvait mourir sans cligner des yeux. Il va voir ses volontaires, il va exiger qu'ils partent non pas avec des pistolets mais avec des coupes-coupes. Et les témoignages de l'époque racontent que les soldats français ont vu dans la nuit, puisqu'une attaque a eu lieu à minuit, aux environs de minuit, ont vu dans la nuit les lames étincelantes, donc au clair de la lune certainement, donc des coupes-coupes qui avaient été bien affûtées par Dessalines et ses soldats, et des dents des dents brillaient dans l'obscurité, et ils ont été terrorisés par ces 25 membre de ce corps expéditionnaire, enfin ce commando, on va dire, qui va massacrer les soldats de Rochambeau, et Rochambeau va fuir, Rochambeau qui avait menacé de maltraiter Dessalines, va fuir et va se réfugier, il va repartir en France après. Il va d'abord passer par les Anglais, et ensuite il va repartir en France. Rochambeau est un militaire important parce que c'est quelqu'un qui a, je vous le disais, a servi
pendant la Révolution américaine. C'est quelqu'un qui a été plus tard fait maréchal d'Empire, donc quelqu'un qui, même son fils, a participé à la campagne de Russie. Donc c'est vraiment un personnage clé du pouvoir de Napoléon. Et il va malheureusement pas pour lui réaliser son souhait, mais par contre il va terroriser la population noire en Haïti. C'est lui qui va importer les chiens de Cuba, les chiens avec